Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez correctement ce soir. Je vous souhaite à tous le bienvenu dans ce numéro 10 du webinaire hebdomadaire du Café des entrepreneurs que nous organisons depuis avril maintenant. Monsieur Jacques, vous pouvez déjà ouvrir votre micro et je vous souhaite aussi déjà, je ne sais pas, chez vous, aux États-Unis, je dirais bon après-midi. Oui, exactement. C'est c'est un après-midi, c'est 14 heures. En tout cas, oui. Je tiens d'abord à vous remercier pour avoir accepté cette invitation, de répondre à une question, en tout cas cruciale, vu l'intelligence artificielle aujourd'hui qui, qui rentre dans notre quotidien et beaucoup plus dans l'éducation. Et déjà que vous êtes du secteur, je tenais vraiment à vous remercier avant de commencer d'avoir accepté cette invitation et d'avoir accepté de nous parler ce soir sur ce thème combien important, surtout pour un pays comme le nôtre qui est la RDC. Merci beaucoup, Monsieur Jacques. C'est moi qui vous remercie, M. Clark. Oui. Alors, on ne va pas trop traîner. Je vais directement démarrer ce webinaire. Comme je le fais toujours, on va commencer par la présentation de l'invité. Mais cette fois, j'aimerais vous présenter, Monsieur Jacques. Nous avons parlé avant ce webinaire et votre parcours, en tout cas, il m'a inspiré et j'aimerais le partager à tout celui qui est en train de nous suivre ce soir. Alors, Monsieur Jacques, c'est tout d'abord un expert en innovation pédagogique et en technologie éducative. Actuellement, il est Educational Developer à Syracuse University. C'est une université qui se trouve à New York, aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'il y fait? Monsieur Jacques collabore avec des professeurs pour intégrer des approches novatrices dans l'enseignement, notamment l'utilisation des technologies, la promotion de la diversité et l'inclusion des minorités, ainsi que l'optimisation des retours d'expérience des étudiants. Alors, sur le plan académique, Monsieur Jacques possède deux masters, dont le premier est en informatique, en data science, et l'autre en éducation, donc en technologie éducative. Il détient également un diplôme en intelligence artificielle à l'université MIT, la prestigieuse université de MIT, où il s'est spécialisé dans l'application de l'intelligence artificielle à la conception des produits et services, avec un intérêt particulier dans les domaines de l'éducation. Donc vraiment, c'est la bonne personne avec qui échanger sur ce sujet ce soir. Il enrichit également son expertise avec des connaissances en neuro-learning ou neuropédagogique, offrant ainsi une approche très avant-gardiste de l'apprentissage. Alors, avant de rejoindre Syracuse University à New York, M. Jacques a été secrétaire général administratif à ESIS, qui est aujourd'hui UDBL. Il a enseigné à ESIS pendant plus de 7 ans. Il a eu à collaborer avec plusieurs entreprises dont je vais me taire de citer. En tout cas, votre parcours, Monsieur Jacques, il est exceptionnel. Et encore une fois, merci d'avoir accepté de nous parler ce soir. Je ne sais pas si j'ai loupé quelque chose dans votre présentation. Merci beaucoup, M. Clark. Ça, c'était une présentation vraiment très généreuse. Je vous remercie. C'est dire qu'on est expert, je pense, à un certain moment, c'est dire beaucoup, trop, en fait, parce que le plus on apprend, le plus on se rend compte qu'on ne connaît pas grand-chose. Et Mhm, on se présenterait facilement qu'on est un apprenant perpétuel. Je pense que ça mhm, serait une bonne représentation de ce que nous sommes en tant qu'humains. Et mhm, surtout qu'aujourd'hui, nous discutons exactement de l'apprentissage, en fait. Donc, mhm. on se voit beaucoup plus comme un apprenant perpétuel qui essaye tant bien que mal à apprendre chaque jour. Mais en tout cas, mine de rien, quand même, votre parcours, il est impressionnant.
Je tiens vraiment à vous remercier. Je tiens aussi à préciser que vous avez été un de mes professeurs, le meilleur, si je peux dire. Merci Merci beaucoup, ça c'est beaucoup. vrai, ça me flatte beaucoup. Peut-être que j'étais l'étudiant le plus compliqué, mais j'espère que ce passé, il est passé. Le passé sombre est passé. En fait, même en parlant de l'éducation aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment d'étudiants compliqués. C'est beaucoup plus, cela donne souvent, comment dirais-je, c'est beaucoup plus voir la curiosité scientifique de l'étudiant. Et souvent dans notre milieu éducatif, c'est que nous n'essayons pas d'ouvrir suffisamment d'espace pour que les étudiants exercent d'une bonne manière cette curiosité scientifique-là. Et Mhm, parfois, c'est là qu'on se dit, oh, cet étudiant ici, il trouble la classe, il fait beaucoup de bruit, il fait ceci ou cela. Et pourtant, c'est beaucoup plus d'énergie qu'on pouvait canaliser vers un bon apprentissage, voulais-je dire, et une bonne curiosité scientifique. Donc, tu mhm. n'étais pas compliqué du tout. En tout cas, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons vraiment nous lancer dans le vif du sujet. Nous allons parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle et de l'éducation. Alors, le thème que nous avons choisi, c'était comment réinventer notre système éducatif actuel pour l'adapter au monde qui est dominé maintenant par l'intelligence artificielle. Depuis décembre 2022, nous avons vu l'intelligence artificielle envahir notre quotidien, notamment avec ChatGPT qui est venu de nulle part en tout cas et qui a tout bouleversé, vraiment tout bouleversé. Il faut déjà bien comprendre que l'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement ChatGPT. ChatGPT, c'est une application c'est un outil qui utilise la technologie de l'intelligence artificielle. Il y a d'autres formes d'intelligence artificielle, justement, qui existent. Alors, je vais me taire. Je ne suis pas expert pour l'instant en intelligence artificielle. Permettez, Monsieur Jacques, de côtoyer votre expertise. Et je vais vous laisser, pour un début, nous expliquer un tout petit peu les concepts de l'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle, tout d'abord? Merci beaucoup, Monsieur Clerc. C'est un domaine assez complexe pour l'instant parce que avec la popularité ou bien la domination des intelligences artificielles génératives, c'est un peu difficile en fait pour l'instant d'expliquer ce que c'est l'intelligence artificielle et sans pour autant aller en profondeur de ce que c'est pour que les gens voient exactement la profondeur de ces sujets-là. Je veux prendre une petite définition que j'ai piquée chez IBM qui dit que l'intelligence artificielle est une technologie qui permet aux ordinateurs et aux machines de simuler l'apprentissage, la compréhension, la résolution de problèmes, la prise de décision, la créativité et l'autonomie des humains. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu qui, parfois, on essaie d'ignorer cela, mais c'est beaucoup plus essayer de simuler ce que l'humain fait. Et avec beaucoup plus de capacité encore, parce que là, l'intelligence artificielle, nous voyons beaucoup plus la capacité de traitement d'un ordinateur et de beaucoup des supercomputers qui sont en train de venir. Donc, à un certain moment, on peut se dire que, bon, voilà, l'intelligence artificielle risque de nous dépasser pour arriver à ce niveau-là. Mais en fait, ce sont des choses que nous connaissons déjà parce que c'était déjà les mêmes concepts que nous avions à utiliser avec l'évolution de l'informatique. Alors, je vais d'abord m'excuser. Si je parle beaucoup, M. Clerc, vous me stoppez, hein? J'ai tendance Il n'y a souvent à pas de parler souci, beaucoup continuez. quand il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, stoppez-moi et posez des questions pour que je n'ennuie pas nos collègues qui sont venus nous écouter et aussi participer et contribuer. Alors, Il n'y a pas de souci, je vous accompagne. merci beaucoup. Alors, c'est le même concept d'avoir des inputs
Donc, on mhm, a des données et tous les traitements que nous avons. On applique ça à un algorithme et après, nous avons un output, une solution que nous sommes en train de rechercher. Mais sauf que mhm, cette fois-là, cette formule a tendance maintenant à devenir beaucoup plus automatisée. Avant, c'était un humain qui devrait être là pour donner, pour faire introduire et les données et les formules pour traiter. Et l'ordinateur ou la machine va faire les traitements très rapidement et donner des résultats. Maintenant, ce n'est plus le cas. L'ordinateur elle-même, lui-même, la machine elle-même, prend déjà les données quelque part qui sont stockées sur Internet, tout ce que nous faisons ici, même les webinaires que nous faisons, les textes et ainsi de suite, une sorte d'accumulation de beaucoup de données. L'ordinateur apprend de ces données-là pour pouvoir créer des algorithmes. C'est vrai qu'il y a à un certain moment des experts qui entrent en jeu pour essayer de gérer bien ou bien optimiser l'algorithme que la machine va commencer à utiliser. Et après, nous commençons à voir les outputs. Et après, on se dit, bon, voilà, finalement, ça devient assez compliqué parce que quand on parle avec ChatGPT ou on parle avec Gemini ou on parle avec d'autres outils, il y en a beaucoup en fait, même la reconnaissance faciale, on ne mhm. voit pas où est-ce on entre les données en tant qu'utilisateur, n'est-ce pas? On vient Effectivement. seulement devant une machine ou bien devant notre téléphone, les iPhones par exemple que nous avons en main. Tu regardes seulement et immédiatement l'iPhone te reconnaît. Comment est-ce que Oui. l'iPhone a appris à connaître le visage de quelqu'un pour dire, oh, celui-ci c'est une personne, celui-là c'est un chien, celui-ci ce n'est pas une personne du tout et ou bien le visage ne correspond pas. Où est-ce qu'il a appris tout cela? C'est à partir des données et à partir des choses que nous lui avons fournies en avance et il devient un peu plus intelligent. Alors, Mhm, s'il faudra que j'essaie de classifier très rapidement, sans entrer en profondeur, ces intelligences artificielles, nous avons le grand groupe qui est l'intelligence artificielle où on voit il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, en fait. Il y a la reconnaissance faciale, la reconnaissance des formes. Aujourd'hui, j'apprends qu'en Chine, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle, par exemple, pour les gens qui circulent sous la chaussée. Et dès que tu circules mal sous la chaussée, toute ta famille est pénalisée. À mhm, partir de l'intelligence artificielle, automatiquement, on sait attribuer des points à une famille. Et après, dès qu'il y a un membre de famille qui sort des règles, immédiatement, on les détecte et toute la famille est pénalisée à partir de cela. Tout cela se fait automatiquement. Il n'y a personne derrière tout cela pour le faire. oui. Donc, il y a En tout cas, l'intelligence. Ah mhm. oui, oui. En tout cas, En sens ça, global. c'est vrai. Ça, Oui. c'est vrai, permettez. J'ai une anecdote. Par exemple, à Dubaï, il y a certains coins, quand vous vous comportez mal sur la chaussée, vous n'avez pas besoin d'avoir un agent de police devant vous. Vous prenez, je donne un exemple. Vous commettez une erreur, je ne sais pas, en traversant justement la chaussée, et il y a des caméras en fait qui sont là. On peut vous prendre en photo comme ça, et 2 minutes après, vous recevez un SMS qui vous dit, OK, voilà, vous devez autant de dollars à l'État, juste parce que vous avez traversé comme ça, et ainsi de suite. Et je pense que ça rentre justement dans ce que vous êtes en train de nous exposer pour l'instant. Exact, exact. Ça, c'est en tout cas Mm. sur le plan global. Mais après, nous avons sous l'intelligence artificielle, il y a le machine learning qui vient donner beaucoup plus de puissance à toutes ces ribambelles des technologies qui entourent l'intelligence artificielle. Et ici, on essaie tout simplement d'apprendre avec le machine learning, on essaie d'apprendre des données historiques que nous avions accumulées pendant des années que nous sommes sur Terre. Donc, il y a des données que Oui. nous avions produites et que les gens essaient d'utiliser aujourd'hui pour prédire des choses qui vont se passer. Donc, tout ce que nous faisons, utilisation de notre téléphone, achat des choses au supermarché, euh, euh, nos habitudes de regarder les films, tout cela sont des données que nous sommes en train de fournir et on peut faire des calculs ou bien des détections ou bien des prédictions par rapport à cela. Ça peut être, ça ne, ça ne sera pas impérativement une prédiction pour te nuire. Ça peut être une prédiction, par exemple, pour savoir, en question générale, par exemple,
combien de temps les gens qui tombent malades de telles choses restent, par exemple, devant la télévision. On regarde Mhm. toutes les données, on regarde les gens qui sont tombés malades et après, on essaie de faire la prédiction qui peut t'aider en termes de conseils pour dire non, non, il ne faut pas rester trop devant la télé parce que voici ce qui est arrivé à 90% des gens qui sont restés à la télé pendant plus de 2 heures. Et ça nous Oui. aide à devenir des bons humains à survivre mieux. Et cela passe par le deep learning. Le Mhm. deep learning essaie d'imiter ce que l'humain fait. Ça peut être le Oui. langage. Ce sont des compétences que nous sous-estimons très souvent. Hein. Nous sous-estimons par exemple le fait de reconnaître le visage de quelqu'un et voir clair et dire exactement c'est clair. Ouais. Euh, Se mettre debout et marcher. Euh, par exemple, reconnaître une voiture ou bien tout Mhm. simplement parler, juste les langages, le fait de parler. Ce sont des capacités très, très complexes. Et si tu essaies d'imiter cela avec un ordinateur, là, tu te rends compte maintenant combien l'évolution ou bien la création de Dieu, la main de Dieu est Mhm. sur l'humain, sur l'évolution de l'humain. Juste le fait de parler, les langages tout simplement, savoir où se trouvent les mots, savoir où se trouvent les mots stockés, l'importance, comment dirais-je, l'essence des mots, quand est-ce qu'il faut le placer, dans quel contexte il faut le placer, ça fait quelque chose de très complexe, d'excessivement Ouais. complexe. Et Mhm. comme nous sommes en train de parler même des langages, c'est là que les generative AI viennent. Mhm. Mhm. Les generative AI sont en tout cas les intelligences artificielles qui sont très populaires tout simplement parce que ça devient quelque chose de très proche de la personne X comme moi. Donc, je ne suis pas Ouais. obligé d'avoir des compétences magiques en intelligence artificielle ou bien l'utilisation d'un ordinateur pour pouvoir interagir avec l'intelligence artificielle. Ouais. Donc, on sort Et pour permettre à tout le Mhm. monde de comprendre, le Generative AI, c'est comme ChatGPT que l'on utilise aujourd'hui Exact, presque par tout le monde. Oui. Mhm. exact, exact. Vous voyez avec quelle facilité ChatGPT est en train d'entrer dans nos vies, ou même un enfant, il peut tout simplement parler. Nous avons ces outils ici dont on parle, nous répondre, c'est comment encore ah, Siri, par exemple, voilà. Je prends Siri, oui, l'exemple oui. de De Siri. iPhone. Oui. Mhm. Voilà. Siri, je ne suis pas obligé d'être un expert pour poser une question à Siri. Je peux lui poser la Mhm. question, est-ce que Siri, tu peux établir une liste de shopping aujourd'hui? Et Siri, à partir de mes données du passé, va établir tout simplement toutes ces histoires-là. Là, nous Oui. sommes vraiment dans la technologie de pointe et nous ne nous rendons pas compte comment est-ce que nous sommes en train de l'utiliser. Aujourd'hui, en Oui. train de préparer cette présentation, j'ai vu un ami sur Facebook. Bon, enfin, c'est un ami de Facebook, je ne le connais pas en personne. Et il était en Mhm. train de se plaindre que son fils, il s'est rendu compte que son fils parle beaucoup avec Gemini aujourd'hui. Donc, Oui. Gemini est devenu son ami et il ne veut plus aller rencontrer d'autres humains parce que tout simplement, Gemini lui répond, lui donne des réponses qu'il veut vraiment entendre. Quand il est en Mhm. dépression, il pose la question à Gemini et Gemini lui donne des suggestions. Ce qu'il faut manger Mhm. aujourd'hui, il pose la question à Gemini, Gemini lui donne des suggestions. Tout cela, ça devient même accessible à un enfant. Et Mhm. c'est Mhm. là c'est là que nous voyons maintenant où se pose un grand souci quand il s'agit de l'apprentissage, quand il Mhm. s'agit de grandir. Ça devient Mhm. tout un problème. Donc, je vais essayer d'éviter d'aller en profondeur, en tout cas Effectivement. de toutes les Oui. techniques qui Alors, entrent derrière. Oui, oui, mhm. je peux les lister juste très rapidement. Mhm. Je ne sais pas si vous le Oui. permettez, M. Claire. Oui, vous pouvez. Oh, voilà. Pour juste référence à nos collègues qui sont venus et qui veulent rafraîchir les connaissances en intelligence artificielle. Et on se pose souvent la question comment est-ce que euh, Siri, Gemini, ils arrivent à faire toutes ces histoires-là et comment est-ce qu'ils arrivent à apprendre? Parce qu'ici, comme je l'ai signalé au début avec la définition des IBM, c'est beaucoup plus
apprendre qui est une compétence nouvelle des mhm, machines que nous sommes en train de donner. Donc, la capacité d'apprendre comme un humain et réagir en termes comme un humain dans des situations assez complexes. mhm, Alors, comment est-ce que les machines arrivent à apprendre? Il y a plusieurs façons d'apprendre, mais je vais prendre seulement deux ou bien trois qui sont très populaires. Il y a l'apprentissage supervisé, où les données, les informations qu'on a récupérées partout, on les fournit à l'intelligence artificielle ou bien à l'algorithme et on lui dit, par exemple, on lui donne plusieurs photos d'un chat, par exemple, et puis on écrit ça, c'est un chat. Le chat qui est dans toutes ses positions en train de sauter, ainsi de suite. Et on sait voir, voilà, le chat, il est là. On lui donne plusieurs photos d'un chien. On lui donne plusieurs photos d'un humain. On lui donne même plusieurs photos de notre visage pour dire, bon, voilà, ça c'est Jacques, ça c'est Jacques, ça c'est Jacques. Ou je regarde des profils, je regarde ainsi de suite, toutes les positions. Et de telle façon que ça devient facile. Quand la machine a déjà appris à reconnaître mon visage, quand je viens tout simplement, je prends une photo de moi ou bien quelqu'un prend une photo de moi, immédiatement, il va retrouver des photos qui ressemblent à moi et dit, voici la probabilité que la personne que vous avez prise en photo est Jacques. Il me donne la probabilité. Ce n'est pas, c'est pas toujours 100%. Ça peut être même à 60%. Dès qu'on dépasse la barre des 50% ou bien 60%, ça devient déjà très exploitable pour dire oui, probablement cette personne ici est Jacques. Alors, il y a mhm, un autre apprentissage non supervisé où on se retrouve avec des données qui viennent de partout. On n'est pas là pour donner des étiquettes aux données. Donc, il n'y a personne qui a dit, bon, voilà, ça c'est Jacques, ça c'est un chien, ça c'est clair que ça c'est une maison, ça c'est une voiture. On a juste plusieurs données qui nous viennent. L'exemple le plus parlant, c'est par exemple les photos satellites. Google, mhm, disons, prenons Elon Musk, comme c'est les gars les plus populaires pour l'instant avec les satellites. Il prend les photos du monde entier. Donc, dès que le satellite passe, il prend des photos, il prend des photos, il prend des photos. Maintenant, à partir de ces photos-là, mhm, on peut déterminer que, bon, voilà, ce que nous voyons ici, c'est probablement un risque d'éruption volcanique, par exemple. Mais ce sont les humains mhm, qui vont supposer cela. Les données sont juste entassées. La machine va aller dans les données, les photos là, et regarde les photos qui se ressemblent. Quels sont les patterns, ou bien, comment je peux appeler les patterns en français des catégories, si je peux, les oui, relations, okay? Les oui, relations mhm, qu'il y a entre les données. J'essaie de regarder les relations qu'il y a entre les données et après, je les classifie en des groupes. Donc, je peux oui, classifier facilement les photos d'une maison, je peux classifier directement les photos des glaciers, les photos des océans, les photos euh, des volcans, par exemple. Et après, l'ordinateur juste nous mhm, présente les classes qu'il a trouvées. Et après, les humains maintenant peuvent décider, non, ça, nous pensons il pourrait y avoir éruption volcanique dans tel endroit parce que les photos, dès que nous les voyons, il y a vraiment un changement sur ce point-là. Donc, l'ordinateur ne mhm, donne pas des étiquettes, il classifie juste les données très facilement. Point sur ces concepts, c'est beaucoup plus maintenant, les deep learning ou bien les machine learning, si je peux, les deep learning, voulais-je dire, pas machine learning, qui se diffère un mhm, peu. Les deux oui, techniques là, c'était beaucoup plus du machine learning. Maintenant, il y a le deep learning où l'approche, on essaie d'imiter, vraiment imiter les cerveaux, comment ils fonctionnent. On a des mhm, points d'entrée et on a des couches de traitement qui peuvent être mhm, des algorithmes très complexes extrêmement complexe. Ça peut être même beaucoup de couches. Ce qui se fait même avec le ChatGPT. On va vous dire que non, celui-ci, il a un langage, il a une complexité, par exemple, de 1 million de couches, 20 millions de mhm, couches, 1 milliard de couches. Donc, il y a plusieurs couches qui se succèdent pour pouvoir prédire donner l'information le plus proche possible. Alors, oui,
Ça demande beaucoup de traitements, beaucoup d'infrastructures. Et c'est pourquoi même, Mhm, à un certain moment, on s'est dit qu'en Afrique, c'est difficile qu'on puisse développer de telles technologies. Parce que ça demande mhm, beaucoup d'argent, beaucoup de traitements, beaucoup de compétences aussi pour pouvoir imiter l'intelligence humaine et après avoir juste une entrée, ça peut être une photo ou bien le langage, la question que je mhm, pose. Et à partir de la question, on essaie de prendre beaucoup de données, on essaie de traiter quelle est les données les plus proches, quelle est la suite logique de ce que je suis en train de dire. Et après, mhm. l'ordinateur ou bien les modèles ici essaient de nous donner l'information, mieux compléter l'information avec ce qu'il connaît, hein, avec plusieurs couches. Voilà. Ça, ce sont les réseaux de neurones. Donc, si j'essaie juste de brosser juste les trois Mhm. notions pour que nous Ouais. soyons capables de nous situer. Effectivement, si je peux résumer pour permettre à ceux qui n'ont pas pu peut-être bien assimiler, je dirais juste l'intelligence artificielle, c'est cette capacité qu'a l'humain de pouvoir apprendre, de pouvoir cerner des choses que nous donnons justement à une machine. Réfléchissez toujours comme à un bébé. Vous voyez, quand un bébé qui vient de naître, il ne connaît même pas sa mère ou son père. C'est au fur et à mesure qu'il est en train de vivre, il va partir sur, si je ne me trompe pas, on dit que la première chose qu'un enfant va garder en lui, en sa mémoire, c'est l'odeur ou la voix de sa mère. Il part de là, il enregistre ça, et quand il entend cette voix, ou il peut sentir cette odeur-là de sa mère, il sait dire que ça, c'est maman. Et puis avec le temps, il y a la voix ou l'image qui se fait de son père, de ses frères, et ainsi de suite. C'est cette même capacité qu'a un humain, un bébé, à pouvoir justement assimiler certaines choses que nous arrivons maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, à donner à une machine. Une machine aujourd'hui est capable de se dire, ça c'est une chaise, parce qu'on lui a appris que ça c'est une chaise, ça c'est ce que vous venez d'appeler, par exemple, la partition supervisée. On lui dit, ça, quand tu vois cette image, c'est une chaise. C'est comme un bébé qu'on lui dit, euh, quand tu vois cette image, quand tu vois cette chaise, c'est l'image avec les yeux que le bébé voit, on dit, ça, c'est une chaise. Et l'IA aussi, c'est comprendre de la même façon qu'un bébé. Et par après, qu'est-ce que l'IA fait? L'IA nous retourne des informations sur base des requêtes que nous pouvons lui envoyer. Donc, pour pas trop vous prendre la parole sur l'IA, nous allons continuer, Monsieur Jacques, vous avez déjà donné l'essentiel. L'autre question maintenant, comme nous sommes sur l'IA et l'éducation, aujourd'hui, dans les écoles, dans les universités, par exemple, nous avons eu des cas assez, assez tristes, si je peux dire, ou assez étonnants, parce que des élèves finalistes en sixième et tout, et qui devaient présenter l'examen d'État, ont par exemple généré leur examen de dissertation grâce à l'intelligence artificielle. Malheureusement, certains ont pu rentrer dans des salles d'examen avec leur téléphone et quand ils tombent sur un sujet assez complexe, ils prennent juste le sujet, ils demandent à l'intelligence artificielle, génère-moi un exposé, génère-moi une démonstration, génère-moi ceci, et l'intelligence artificielle génère. Il n'a plus eu qu'à copier. Et voilà, il a passé son examen de dissertation. Cela se répercute même dans nos universités, les TD, les devoirs, tout, tout, tout. Aujourd'hui, même une équation mathématique assez complexe, à l'époque, résoudre une intégrale ou faire quoi que ce soit, aujourd'hui, on peut faire ça dans moins de 5 secondes et on dépose. Est-ce que vous pouvez aussi nous faire un topo sur l'état actuel de l'éducation, plus particulièrement au Congo, parce que oui, vous avez beaucoup vécu aussi au Congo, bien que vous êtes aujourd'hui aux États-Unis, vous avez au moins l'image de ce qui se passe ici chez nous au pays. Pourriez-vous nous parler un peu de l'éducation face à cette nouvelle technologie qui est apparue il y a 2 ans maintenant? Oui, Claire, merci beaucoup pour cette question. Bon, je n'ai jamais quitté le Congo, je suis toujours là, mon cœur est là. Tout, En tout cas, oui. tout, tout ce qui me constitue en tant qu'humain se trouve au Congo. Oui. Mais si c'est beaucoup plus des questions intellectuelles.
et de recherche. Alors, cela étant dit, générer quelque chose, utiliser de l'intelligence artificielle pour résoudre le problème, pour accélérer notre façon de travailler ou bien notre façon d'étudier, n'est pas du tout mauvais. C'est une bonne chose, c'est une chose à encourager. Mais on ne devrait pas être choqué sur ça. Il y a beaucoup de préconditions, en fait, s'il faut que je dise ainsi, pour que nous puissions vraiment tirer bénéfice de ces technologies. Parce que de la Mhm, même façon que les gens avaient peur de Google ou bien mhm, de l'Internet quand ils venaient, parce qu'on se disait, bon, les gens ne vont plus aller à la bibliothèque finalement, parce qu'il y a déjà Google où on va taper les choses et trouver les réponses. La même chose, la même façon dont on avait peur de la calculatrice, parce mhm. qu'avant, c'était mémoriser les tables de multiplication. Hein. C'était pas Effectivement. de la blague. Il Oui. fallait impérativement mémoriser ces choses-là et après aller au cours. Maintenant, la question que nous devons nous poser à tout moment, c'est comment sommes-nous arrivés à étudier, à devenir, à continuer à grandir en tant que des êtres scientifiques ou bien des êtres qui dépendent de la cognition avec ces technologies-là à côté. Bon, c'est Oui. la même approche que nous devrons toujours essayer d'appliquer sur l'intelligence artificielle. C'est vrai que c'est très différent pour l'instant parce qu'avant, la calculatrice, je n'avais pas d'autre utilisation de la calculatrice que quand je fais les mathématiques, je suis en classe. Maintenant, nous avons le téléphone, c'est un compagnon, on ne peut plus vivre sans téléphone. Et pourtant, Mhm, l'intelligence artificielle se trouve là-bas. Donc, oui. tricher, ça devient beaucoup trop Mhm, facile pour l'utilisation. mhm. Quand il faut parler maintenant de l'éducation, je vais essayer d'abord de nous positionner sur la base de l'éducation. La base de l'éducation, c'est l'apprentissage, comme on l'a dit encore même avec l'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'intelligence si on n'arrive pas à apprendre. Oui. On n'arrive pas à voir, Mhm, percevoir ce qui se passe autour de nous. mhm. Et à partir de ces données-là, ces informations-là que nous sommes en train de récolter, décider sur les situations futures. C'est comme ça que nous appelons l'intelligence, n'est-ce pas? On dit la Effectivement. personne est intelligente si elle a appris quelque chose. Ça peut être à l'école, ça peut être à la maison, hein. Ça peut être, Oui. je ne sais pas, dans des situations assez complexes. Les enfants, quand ils voient le feu, ils viennent expérimenter avec le feu, n'est-ce pas? Ils touchent le Oui. feu, ils se brûlent. L'essence leur dit que Mhm, non, ça c'est dangereux. Il apprend immédiatement. Et à partir de mhm. demain ou bien autre jour, il ne va plus toucher le feu. Donc la situation, les informations qu'il a reçues avec ses doigts et avec ses yeux, avec tout ça, lui ont permis de comprendre que cette situation est dangereuse et je ne veux plus le toucher. On va Oui. dire que la personne n'a pas appris ou bien elle est idiote si elle revient encore toucher le feu. Demain Oui. encore, elle revient toucher le feu. Après, demain, on va se dire non, cette personne ici, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Hein. Il n'a Mhm, pas compris que ça, c'est vraiment dangereux. Alors, c'est même à ce niveau-là qu'on peut essayer de se positionner sur les bases de l'apprentissage. Parce que quand on parle de l'éducation, en général, en gros, l'éducation nationale, toutes les structures qui sont là, les écoles, les universités, les inspecteurs et autres, la seule chose que tout le monde est en train de se battre pour que ça puisse arriver, c'est former un enfant, un jeune qui arrive, lui donner les connaissances et quand mhm. il va sortir, qu'il puisse réutiliser ces connaissances-là. Et tout se passe au niveau du cerveau. Donc, Oui. on peut essayer de simplifier toute la complexité du système éducatif sur une personne, sur les cerveaux pour que nous puissions bien discuter sur ce sujet. Si on reste sur la complexité, ça risque d'aller dans tous les sens. Alors, Oui. permets-moi d'essayer d'entrer un tout petit peu en détail sur ce que c'est l'apprentissage. C'est quoi exactement apprendre? Qu'est-ce qui se passe exactement dans notre cerveau pour que nous puissions apprendre? En fait, la Mhm, première chose qui arrive,
pour que nous puissions nous apprenions. Il y a d'abord les sens qui mhm, voient, qui sentent, les nez qui sentent, mhm, la langue qui goûte quelque chose, les oreilles qui entendent, les mhm, mains qui touchent quelque chose et mhm. communiquent avec le cerveau et dit, bon, Oui, voilà, il y a quelque chose que j'ai vu, que j'ai touché. Si c'est nouveau, c'est difficile de trouver, alors on enregistre. On ne sait pas ce que c'est oui. exactement. Ce qui nous arrive Mhm, quand nous mangeons pour la première fois les citrons, c'est quelque chose dès oui, qu'on dit, c'est quoi cette histoire? On ne sait pas vraiment ce que c'est et ça va mhm, directement dans notre mémoire de travail. oui, Et dans notre mémoire de travail au niveau du cerveau, ce qui va se passer, c'est que en dehors de quelques minutes, mhm, c'est même quelques secondes, il y a de fortes chances que nous puissions oublier l'information. oui. Il y a de fortes chances parce que bon, c'est vrai, tout se passe au niveau du cerveau, et ce sont les neurones qui essaient de se connecter. Ok? Mhm, Quand il y a une nouvelle information, les neurones de toutes les parties de notre cerveau, parfois même seulement les parties qui sont concernées, parce que nous savons que le cerveau est subdivisé dans plusieurs parties, et chaque partie oui. est spécialisée dans un domaine précis. Merci. Oui. Par exemple, la partie frontale ici, c'est beaucoup Mhm, plus sur la vision, pardon, sur les palais, la, les speech, c'est quoi encore? Je ne sais plus c'est quoi. Les speech, mhm, la partie qui est derrière, par exemple, c'est beaucoup plus sur la reconnaissance, ainsi de suite. Donc, chaque partie du cerveau est déjà spécialisée dans son domaine. Alors, oui. quand nous touchons quelque chose, nous voyons quelque chose, nous entrons en contact avec une nouvelle information. L'information va entrer directement dans le cerveau et le cerveau va envoyer vers la partie qui traite cette information-là pour pouvoir l'enregistrer pour l'utilisation plus tard et donner du sens à cela. Et Oui. maintenant, tellement que ces connexions-là, il y a beaucoup de connexions en tout cas dans la tête, tellement que ces connexions-là se passent très rapidement et dès que nous passons cette information-là, si ce n'est pas vraiment une information importante, le cerveau oublie carrément. Oublie, Mhm, les connexions ne seront pas renforcées. Les connexions entre les neurones qui enregistrent les informations, parce que c'est sur les neurones qu'on essaie de stocker l'information en termes électriques et chimiques. mhm. Si l'information n'est pas vraiment importante, on va allouer cet espace encore à d'autres données, Information. ou tout Mhm, simplement, ou tout simplement la connexion qui indique euh, au cerveau sur le plan général où se trouve exactement cette information ne sera pas importante. Parce mhm, que, bon, on se dit, bon, j'ai vu quelque chose, une chèvre passer sur la route. Est-ce que je suis obligé de prendre, c'était quoi la couleur de cette chèvre-là, c'était quelle longueur les oreilles. Donc, toutes ces informations-là ne m'intéressent, même si je les ai vues, OK? mhm. Je ne fais pas vraiment attention, beaucoup pour attention à cette information-là. Ce qui fait que, bon, voilà, je n'ai pas vraiment fait attention à cela, ça passe. Mais Oui. si je vois un lion, par exemple, devant moi, je Mhm. t'assure que tous ces détails-là, je les aurai. Hein, Effectivement. parce que ça me fait peur et immédiatement, le cerveau va signaler aux neurones que ça, c'est une information capitale. Si je ne prends pas bien soin d'enregistrer cette information, je risque de mourir. Alors, comme Oui. c'est une information sur la survie, le cerveau va enregistrer. Et je t'assure que si tu te retrouves avec un lion, tu ne vas Mhm. pas oublier l'espace où tu as retrouvé ce lion-là. Oui. L'information va continuer à s'enregistrer dans la mémoire permanente. Alors, pourquoi est-ce que Effectivement. je fais allusion à tout ça? C'est beaucoup plus maintenant en termes de comment est-ce que nous arrivons à ce que nos jeunes puissent enregistrer les informations qu'ils sont en train d'accumuler au cours. Mhm, Et après, arriver à, à enregistrer ces informations-là d'une manière permanente, dans la mémoire permanente. Et demain, mhm, quand ils vont quitter l'école, qu'ils soient en mesure de se rappeler que, bon, voilà, j'avais étudié les théorèmes de Pythagore, que, bon, voilà, comme je suis dans cette situation ici, je peux utiliser le théorème de Pythagore facilement et puis résoudre le problème rapidement. Ou tout oui. simplement
On m'a appris comment coder. Maintenant, je suis devant ce problème ici. Voici les langages que je peux utiliser. Voici les codes que je peux utiliser pour faire fonctionner ces boutons. Mhm. Alors, tout cela, maintenant, vient pas à cause de l'attention que nous avions accordée à l'information. Donc, quand l'enseignant était en train de parler, quand les exercices étaient en train de se faire au cours, il faut que je puisse attirer mon attention sur ce Mhm. qui est en train de se passer au cours et me dire que ça ici, c'est vraiment très important. Dire au Mhm. cerveau, convaincre le cerveau que ça, ce que je suis en train de faire ici, c'est très important. Et si je ne le fais pas aujourd'hui, demain, je n'aurai pas de boulot pour me nourrir et survivre. OK? Oui. Mhm. Demain, si je ne fais pas attention et maîtriser, enregistrer ces informations ici, je risque Mhm. de ne pas avoir de boulot, je risque de me retrouver en des situations difficiles. Et cette Oui. attention-là que tu accordes à l'information immédiatement en classe te permet d'enregistrer les informations pour un certain moment. Et après, quand Mhm. tu rentres à la maison, tu appliques cela avec des exercices. Vous vous rappelez comment est-ce qu'on essayait de mettre le plus d'exercices possible dans la formation pour que tu Mhm. puisses aller appliquer. Et en faisant Mhm. l'application, en essayant de travailler sur ces exercices-là, je suis en train de forcer mon cerveau à faire attention à ce que je suis Mhm. en train de faire. Pour lui dire, je suis en train de répéter ici parce que c'est important. Il faut garder ça en mémoire. C'est important. Et c'est en train d'accroître plus de neurones qui se connectent. Parce que vous vous rappelez, j'ai dit, vous rencontrez une nouvelle information, immédiatement, il y a des connexions entre neurones Mhm. qui, pour stocker l'information et multiplier les moyens d'accéder à cette information-là. Et quand Oui. j'essaie d'appliquer plusieurs fois quelque chose, c'est en train de dire au cerveau, essaie d'agrandir encore les connexions entre neurones sur cette connaissance. Et plus il y a des connexions de neurones dans votre cerveau sur une connaissance précise, plus Mhm. vous allez vous rappeler de ces connaissances-là et l'utiliser plus tard quand vous allez vous retrouver dans une situation où le cerveau a besoin de cette information-là. C'est Oui. ainsi que vous allez vous rendre compte, les gens qui se rappellent des informations de leur formation, ils ont fait ça chaque jour, ils ont pratiqué ça. Prenons le cas des Oui. gens qui jouent au foot. À un Mhm. certain moment, tu sais déjà dribbler sans pour autant réfléchir, ça devient automatique. Tout Oui. simplement parce que tu as pratiqué le plus de possibilités pour le faire, le plus de temps L'entraînement. possible. Chaque Oui. jour, tu t'es entraîné Mhm. pour dire au cerveau, ça c'est important pour moi, ça c'est important pour moi. Le cerveau a enregistré, le cerveau a mis beaucoup de connexions neuronaux sur la connaissance, de telle façon que Mhm. même si tu fermes les yeux, tu peux le faire. Effectivement. Voilà. C'est, c'est en bref, Mhm. j'ai essayé de simplifier toute la complexité d'un système éducatif Oui. sur quelque chose comme le cerveau. Alors, je m'en excuse vraiment pour ça. Je voulais tout simplement faire le cas et essayer de réduire la complexité de notre discussion à ce niveau ici. Et justement, c'est très important et je pense que ça permet maintenant d'introduire ou d'assimiler à cet apprentissage ou à cette compréhension l'intelligence artificielle, l'apport de l'intelligence artificielle à l'apprentissage. Alors, il y a beaucoup de points. Nous avons parlé si je peux me répéter, de l'apport d'abord, mais aussi des défis liés à l'usage de l'apprentissage ou de l'intelligence artificielle dans l'enseignement, mais aussi de l'éthique. Quand est-ce qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle au niveau de l'enseignement? Alors, nous avons vu déjà les défis. Les gens préfèrent cette facilité que vient avec l'intelligence artificielle au lieu de pouvoir l'utiliser à bon escient. Selon vous, euh, que diriez-vous à ces personnes qui utilisent l'intelligence artificielle, ces élèves ou ces étudiants qui utilisent l'intelligence artificielle pour se simplifier la tâche, au lieu de pouvoir l'utiliser pour, par exemple, multiplier leur productivité? D'accord. Merci beaucoup, M. Clerc, pour cette question. Avant d'entamer
de comment utiliser ou bien les bienfaits que l'intelligence artificielle peut apporter à notre éducation, bien notre système éducatif avec tous les défis que nous avons, qui est le monde entier a d'ailleurs, ce n'est pas seulement le Congo. Je voulais donner juste quelques risques, juste même un seul, que l'intelligence artificielle vient poser sur le processus d'apprentissage tel que nous l'avons vu ici. Parce que j'ai parlé beaucoup plus d'attention et forcer l'intelligence, voulais-je dire, la mémoire ou bien le Mhm. cerveau à comprendre que ça c'est important. Mhm. Mais si nous avons l'intelligence artificielle là-bas, pourquoi est-ce que je vais fournir des efforts là-dessus? Parce que le cerveau aussi, c'est un truc très, très intelligent, s'il faut qu'ils disent comme cela. S'il Oui. sait que vous allez avoir un papier pour aller tricher au cours, bah, il ne mémorise pas. Il sait que vous l'avez. Hein. Oui. Vous allez vous débrouiller. Alors maintenant que nous avons l'intelligence artificielle et je deviens dépendant de cette intelligence artificielle-là, à tout moment, au lieu de réfléchir d'abord de moi-même, au lieu de forcer mon cerveau de construire ces réseaux-là de neurones qui va vers la connaissance-là, je ne Mhm. vais pas forcer ces relations-là, je vais juste tout simplement taper sur ChatGPT et ChatGPT me donne la réponse, je répète la réponse et c'est fini, j'oublie. Parce que le Oui. cerveau est fait pour oublier beaucoup de choses. Alors, Mhm. c'est là vraiment, si on a cette dépendance-là à la technologie, ça ne nous aide pas à construire les connaissances dans notre cerveau. Mhm. Ça ne nous aide pas beaucoup. Ça nous force à devenir maintenant distraits sur Mhm. les questions importantes parce que nous savons que voilà, l'intelligence artificielle est là, je veux poser la question à l'intelligence artificielle et à tout moment, je vais trouver la réponse. Un autre Mhm. risque que nous sous-estimons souvent, souvent parce que, bon, ce n'est pas parce que nous sommes en Afrique, mais beaucoup plus parce que nous ne faisons pas attention à ce point-là, ce sont les préjugés que les algorithmes viennent avec. Au Mhm. début, j'ai parlé de comment est-ce que l'apprentissage s'est fait dans avec les intelligences artificielles. Il y a les données massives qui viennent de partout, hein, et Oui. les données, la machine essaie d'apprendre à partir de ces données-là. Mhm. Alors, si les données sont mauvaises, ok? Mhm. Si les données sont mauvaises, contiennent beaucoup de préjugés, nous allons avoir un résultat qui a vraiment beaucoup de préjugés. L'algorithme aura déjà ces préjugés-là intégrés dans le système. De telle façon Oui. que quand je pose la question, je veux impérativement avoir une réponse qui est biaisée. Quand je parle de Mhm. biaisé, je vois vraiment les préjugés, les bias que nous produisons. C'est ainsi que tu vas voir, c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaie de gérer ce problème-là. Quand tu poses, tu demandes, tu tapes juste même un prompt avec ChatGPT et tous les autres trucs sur l'Afrique, qu'est-ce que vous Mhm. voyez? Vous voyez la Il y a misère, hein? absolument rien. Oui. Immédiatement, les images qui viennent, c'est Mhm. la misère, La misère, oui. manque d'eau, les enfants qui ont faim, les Oui, enfants la qui sont en train guerre. de brûler la nourriture. Vous voyez? Mhm. Oui, Ça, ce sont déjà les préjugés qui sont intégrés dans les données. Quand vous tapez effectivement. il y a quelqu'un qui s'amusait au début là à taper des requêtes sur la représentation de professionnels. Mhm. Et quand les images qui venaient pour ce qui est des hommes, les hommes étaient bien en costume, bien habillés là, très professionnels quoi. Mais quand Mhm. on posait la question sur les femmes, on voyait toujours les femmes presque à moitié nues qui Mhm. venaient, qui venaient comme réponse. Mais Oui, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas habiller une femme complètement quand il s'agit d'être professionnel, pendant que l'homme, on l'a habillé complètement? Les données qui sont entrées sont biaisées. Et beaucoup effectivement. plus. Les données qui viennent de l'Afrique, je ne vais pas nous offenser, nous tous, Mhm. sont souvent très négatives. Oui. Les données que nous fournissons à l'IA, quand il y en a, bien sûr, parce qu'on ne publie pas, on ne fait rien du tout. Souvent, on continue notre culture de bouche à l'oreille, parce que c'est comme Mhm. ça que l'Afrique s'est développée. Et Mhm. après, bon, c'est pas, l'intelligence artificielle ne sait pas venir dans notre cerveau, bien dans notre bouche à oreille pour tirer les informations.
Donc, nous nous retrouvons que l'Afrique n'est pas représentée sur ces choses-là. Bon, excuse-moi en tout cas d'aller à côté hein, avec ces trucs parce que c'est important. Il y Oui, a oui. un logiciel qui essaie de détecter donc les examens à distance. Tu vois, les examens à distance, quand on le fait, on veut avoir quelqu'un qui va surveiller l'étudiant pour que l'étudiant ne puisse pas tricher. Oui, Maintenant, comme c'est à distance, on essaie de développer des logiciels qui vont allumer la caméra, bloquer toutes les autres applications sur l'ordinateur. Et dès que tu disparais tout simplement de la caméra, ou bien tes yeux regardent à côté ou ainsi, déjà, l'intelligence artificielle va marquer ta copie qu'il y avait des tentatives de tricherie. Mais oui, qu'est-ce qui est arrivé avec beaucoup de noirs? Parce que les caméras elles-mêmes n'étaient pas faites pour bien représenter les visages des noirs. mhm, Et après, il y a les préjugés qui sont dans les données que les noirs trichent mhm, beaucoup. De telle oui, façon que juste le fait que la caméra ne te représente pas très bien, ton image est à un certain moment entrecoupée. Ce n'est pas les gens qui ont déjà utilisé Zoom, ils vont voir et vont comprendre qu'à un certain moment, quand tu recules un peu, tu vas disparaître. Tu vois ce genre de choses. oui, Si tu vois souvent les backgrounds. Alors, oui, on s'est rendu compte à l'université de Georgia que beaucoup plus de gens qui se faisaient attraper qu'ils ont triché, c'était des Noirs. Et les Noirs disaient que non, moi, je n'ai pas triché, je n'ai même pas bougé de ma chaise. oui, oui, Et en suivant très bien, en essayant maintenant d'étudier les cas, on s'est rendu compte que non, il y avait des préjugés qui étaient déjà dans les le modèles. système. Oui, 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 les mhm, modèles qu'on vendait à l'université. L'université a oui, dû annuler toutes ces histoires-là et commencer à obliger les gens à venir en classe pour faire les examens pour éviter ce genre de choses. Donc, oui. j'étais juste en train en tout cas, de circuler sur les dangers qu'il y a avec l'intelligence artificielle. Bon, revenons à nos moutons. Comment est-ce que nous pouvons utiliser cette intelligence artificielle Oui, pour le nous? bon côté quand même pour les Voilà, étudiants et pour les élèves. Oui, exact. Pour notre système qui se bute à l'agrandissement de la population chaque jour. Et après, on se rend compte que, bon, voilà, il y a de moins en moins d'écoles, ou bien avec la gratuité, nous avons beaucoup d'étudiants qui viennent en classe, il y a moins d'enseignants. Un enseignant ne peut pas enseigner plus de 15 étudiants. Un enseignant n'est pas vraiment un super humain pour faire attention à chaque étudiant et ses problèmes. Et oui, c'est là que l'apprentissage personnalisé vient avec l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle est à mesure de cibler les compétences de l'étudiant et essayer de grandir ces compétences-là, d'aider avec les feedbacks pour que l'étudiant puisse grandir très rapidement. Il y a aussi la création de contenus pédagogiques. Ça nous prend beaucoup de temps pour que je puisse aller circuler dans toutes les librairies pour trouver les contenus que je dois mettre dans mon livre, dans mon enseignement. Et probablement, je me retrouve avec des contenus qui sont déjà dépassés. Alors, oui, l'intelligence artificielle peut m'aider facilement à générer ces choses-là. Et il y a des oui, outils que nous pourrons envoyer. Je pense que Clegg pourra même publier ça sur la chaîne YouTube. Il y a bien, ChatGPT qui peut aider ça. Il y a Gemini qui peut aider à générer les contenus. Il y a EduEd qui peut aider déjà à générer les contenus. On peut même aller avec des vidéos. Nous savons que les connaissances sont ouvertes maintenant avec YouTube. YouTube nous présente beaucoup de vidéos qui peuvent nous aider à constituer notre contenu de cours. Mais oui, parfois, c'est en anglais, parfois, je ne sais pas intégrer les vidéos parce que tout est un peu, si je peux dire, un peu, il n'y a pas beaucoup d'intégration de la technologie. Il y a des technologies, des outils qui peuvent m'aider facilement à aller capter la vidéo, faire un résumé. une Oui, synthèse de cette vidéo et même poser des questions sur le oui, contenu. Donc, mhm, maintenant, là, je peux assigner, comme nous savons que les étudiants sont tout le temps sur Internet, ils font TikTok et machin, moi, je peux leur donner une vidéo YouTube et immédiatement générer des questions, automatiquement des questions sur cette vidéo-là et faire la mhm, correction automatique. Ce qui fait oui, que si j'ai 50, 500 étudiants que je suis en train de gérer dans ma classe, avec mhm, un peu d'utilisation de l'intelligence artificielle, je peux donner un devoir chaque jour
J'ai mhm, juste une vidéo YouTube et puis je donne un devoir et immédiatement, l'IA m'aide à générer des questions. Je mets les questions là-bas et l'IA m'aide à faire la correction automatique de ces questions-là. De telle façon que demain, tout le monde aura sa solution, aura déjà les réponses ou bien la correction à sa copie. Une mhm, autre technologie d'ailleurs que j'ai discuté avec Claire, que je suis en train oui, de développer avec mhm, des amis indiens, qui prend en compte nos problèmes réels sur terrain où on n'a pas accès à Internet chaque jour, mais plutôt on a accès à du papier, on imprime des copies d'examens, d'interrogations chaque jour. oui, Et je ne veux pas prendre les copies là, commencer à copier, recopier toutes les réponses sur l'IA pour que je puisse les corriger. Nous sommes mhm, en train de développer une technologie où tu vas seulement prendre, tu as imprimé les copies, tu prends juste ton téléphone avec cet outil-là, sera une application mobile, tu prends juste les photos de chaque copie oui, et immédiatement l'intelligence artificielle t'aide à corriger les copies. Les copies ouais, sont ça corrigées sera, automatiquement et mhm. les points sont renvoyés aux étudiants. Et Ça après, nous sera une assistons. très bonne chose pour les professeurs, par exemple. Je prends le cas des professeurs d'université avec au moins 2000 minimum d'étudiants pour les universités comme l'UNILU, ici chez nous à Lubumbashi en RDC, où quand un professeur pose un TD, il a 2000 copies à corriger pour trois quatre questions par copie. S'il prend une minute, donc il lui faudra 2000 minutes pour finir toute cette correction. Mais je pense qu'avec cette technologie, il va juste suffire au professeur justement de prendre en photo euh, les réponses de l'étudiant et automatiquement, avec l'intelligence artificielle, on s'est donné une cote à l'étudiant. Exact, exact. C'est ça l'objectif de ce que je cherche à atteindre Mhm. pour pallier à des problèmes que nous avons chaque jour, des copies non corrigées, les enseignants sont fatigués, les assistants, après, ils sont aussi fatigués, et après, on attribue des codes juste Par comme ça. complaisance, comme ça, Oui, le nom, tout il me simplement. plaît, l'indice. Ouais, voilà. On n'était Oui, pas, on n'était pas vraiment, on ne voulait pas faire cela, mais on se rend compte que on ne peut pas corriger les copies des 2000 étudiants chaque jour et oui, remettre les copies avec des suggestions, c'est beaucoup trop de choses. Donc, il y a moyen de le faire maintenant avec de l'intelligence artificielle et c'est une solution que je suis en train de proposer bientôt. Il y oui. a les tutorats intelligents que les gens utilisent déjà avec ChatGPT et Gemini, Mhm, où l'étudiant, il vient, comme l'exemple que M. Clerc a donné, mhm, je viens, je scanne une équation mathématique. Au lieu que l'intelligence artificielle me donne une réponse finale, mhm. l'intelligence artificielle me donne des étapes par étapes que je peux suivre pour résoudre le problème. Ne Ok. me donne pas une réponse finale. J'essaie de suivre cela et après, je peux me retrouver avec une réponse au finish. Mais Oui, pour que nous puissions arriver à bénéficier de ces avantages-là, il y a des prérequis que nous devons faire. En tout cas, c'est beaucoup plus de l'intégrité académique que nous devons pousser nos étudiants à comprendre. Parce oui, que oui. s'il n'y a pas cette intégrité académique, bon, c'est facile pour qu'un étudiant puisse aller prendre quelque chose sur ChatGPT et vous balancer immédiatement. Et Mhm. bon, parce qu'il n'a pas appris c'est quoi l'importance vraiment de De l'intégrité académique. l'apprentissage, oui. De l'intégrité des Voilà, ennemis. Mhm, voilà. Il ne comprend pas ce que ça fait sur son apprentissage, ce que ça fait, les dangers que ça pose sur son cerveau. Alors, il fait tout ce qu'il veut. Et oui, c'est à ce niveau-là qu'il faut vraiment sensibiliser les mhm, étudiants sur l'importance de l'honnêteté intellectuelle pour qu'ils mhm, sachent exactement qu'est-ce que ça fait à mhm. lui-même et à toute la communauté si lui, il est en train de tricher. Qu'est-ce que ça va Oui, produire pour toute la communauté? oui. Et ce n'est pas tout simplement les sensibiliser. Il faut le forcer aussi à les respecter. Hein. Mhm, Il faut vraiment mettre des politiques très claires. Dans votre cours, vous signifiez que, bon, voilà, si vous voulez utiliser l'intelligence artificielle, c'est moi qui vais vous donner la permission d'utiliser l'intelligence artificielle. Et je vous explique comment vous allez utiliser cette intelligence artificielle-là. Donc, mhm, si tu as utilisé l'intelligence artificielle pour générer du code, tu dois passer là devant. Par exemple, tu dois passer là devant et nous expliquer quelle étape par étape que
l'AI a passé pour arriver à générer ces codes-là. Et comment tu comptes produire ou bien utiliser ce que tu as appris avec l'intelligence artificielle. Effectivement. Et, Alors, sur ça, j'aimerais bien revenir sur l'anecdote que l'on a eue en off quand on était en train de préparer ces webinaires. Vous m'avez donné l'exemple de notre marche, de notre déplacement en tant qu'humain. Au tout début, l'humain se déplaçait à pied. Il marchait sur des kilomètres. Après, il a eu le cheval. Après, on a maintenant des véhicules, on a des trains, on a des avions qui filent à 1000 km à l'heure pour se déplacer d'un point A à un point B. Mais l'humain n'a jamais oublié sa capacité à marcher. Malgré que nous avons évolué, que nous avons pris euh, d'autres moyens de déplacement, vélo, véhicules, avions et tout, nous continuons à développer le simple fait de marcher. Moi, je pense qu'on pourra aussi rattacher ça aux nouvelles technologies, principalement à l'intelligence artificielle dans l'enseignement. Vous m'avez vraiment convaincu lors de cet échange, monsieur Jacques, parce que bien que nous pourrions simplifier notre façon de résoudre des problèmes, notre façon de creuser encore plus dans nos réflexions, mais il ne faut pas abrutir notre cerveau ou oublier de marcher ou oublier de réfléchir, cette capacité de notre cerveau. On peut avoir des outils comme l'intelligence artificielle, oui, mais nous devons aussi continuellement, permettre la tautologie, de travailler sur notre cerveau pour que notre cerveau puisse être apte à résoudre ou à comprendre la résolution de certains problèmes qui peut être facilement générés par l'intelligence artificielle. J'espère que nous sommes dans le même angle, Monsieur Jacques. oui, 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 exactement, exactement. Nous sommes en tout cas dans le même ordre d'idée. Mhm. Et en tout cas, il y a un adage qui dit que c'est celui qui fait des efforts qui apprend. Donc, si je Oui, donne à l'intelligence artificielle le travail d'apprendre à ma place, de faire le travail, OK? Exactement, c'est l'intelligence artificielle qui va apprendre et qui va devenir beaucoup plus performant que moi. Et oui, pourtant, oui, si nous partageons ces tâches-là, nous tous, nous sommes en train d'apprendre et c'est bénéfique pour tout le monde. oui, Et il y a un autre qui dit, c'est plus ce que l'autre l'a suggéré, euh, c'est que normalement, c'est pas les efforts. En tout cas, c'est pas les efforts que nous arrivons à prendre. S'il n'y a mhm, pas d'effort, c'est impossible. C'est impossible que nous puissions arriver à apprendre comme il se doit. oui, C'est absolument impossible. Il faut les efforts là, les efforts qui vont générer cet intérêt dans les choses. Et il faut que nous arrivions en tant qu'enseignants, en tant qu'adultes, à forcer les jeunes à faire ces efforts-là. oui, Parce que si nous les laissons sans check, qui font tout ce qu'ils veulent et après tout se génère par l'intelligence artificielle sans être guidé, eh bien, ils ne vont rien apprendre et ils vont oui, rester dépendants de cette intelligence artificielle-là. J'ai envoyé juste quelques 2 ou 3 outils qui peuvent aider, par exemple, à checker, à vérifier si oui, quelqu'un a utilisé l'intelligence artificielle pour générer quelque chose, pour générer des textes. mhm, Il y a Grammarly qui est gratuit, donc c'est juste copier les textes de l'étudiant et les mettre là-bas et immédiatement on va te dire à quel pourcentage l'étudiant a généré les choses avec l'intelligence artificielle. Il y a même mhm, celui qui essaie de gérer les plagiats, Copilix. mhm, Copilix essaie de te trouver où l'étudiant a plagié, même s'il a plagié sur l'intelligence artificielle. Mais il mhm, faut faire attention parce qu'il y a des faux positifs, si je peux dire ainsi, et les false positifs qui, normalement, le fait d'utiliser, par exemple, Word, qui a déjà l'intelligence artificielle intégrée avec intégré, mhm, les suggestions automatiques que nous voyons chaque jour, oui, on risque mhm, d'attraper quelqu'un qui n'a pas vraiment plagié, qui n'a pas utilisé l'intelligence artificielle, et lui coller un zéro pendant qu'il mhm, n'a pas vraiment utilisé, c'est juste des outils de suggestion qui sont entrés en jeu. C'est là qu'il y a mhm, l'importance maintenant de développer cette stratégie mixte
Ou si tu attrapes quelqu'un, il faut vraiment que tu puisses parler avec l'étudiant. Demander Oui. l'étudiant à reprendre, par exemple, ce qu'il a écrit physiquement, qu'il vienne devant toi et qu'il démontre ce qu'il a fait pour voir Mhm. exactement si c'est lui qui a fait. En se disant Oui. aussi qu'il peut avoir oublié ce qu'il faisait, ce qu'il a écrit avant. Donc, il faut être aussi indulgent à un certain moment. Mais le fait de combiner les deux méthodes, de pouvoir checker le plagiarisme, checker la copie des, si on a copié sur l'intelligence artificielle, et après Mhm. voir dans quelle mesure on peut attribuer une note, peut vraiment être Mhm. bénéfique pour tout le monde. Mais les enseignants aussi peuvent utiliser l'intelligence artificielle et dire aux étudiants que pour générer ceci, j'ai utilisé de l'intelligence artificielle pour encourager les gens à devenir transparents quand ils sont en train d'utiliser. Ben, si moi, enseignant, je ne fais pas de modèle, pour dire à l'étudiant que voilà, sur les diapositives 1, 2, 3, j'ai utilisé de l'intelligence artificielle. Pourquoi je veux exiger à ce que l'étudiant puisse être transparent? Il faut que Oui. moi-même, je puisse modeler cette transparence-là. Même en tant que parent, je puisse modeler cette transparence-là pour que les étudiants puissent suivre les modèles que je continue à proposer. Je pense que j'ai beaucoup parlé et je Oui. devrais Mhm. normalement montrer quelques images et comment ça se fait. Mais Mhm. j'essaie de partager ici les diapos, ils ne se partagent pas malheureusement. Je vais juste Oh là là. envoyer ça à M. Clerc pour voir comment il peut partager ça sur les liens Sur qui nos vont. différents réseaux. Oui, oui. Oui. En tout cas, il y a pas de souci. On va procéder ainsi. Nous avons pris pratiquement 1 heure pour échanger sur ce sujet, combien il est important. Mais j'aimerais maintenant accorder la parole aux personnes qui nous suivent depuis notre tout début. D'ailleurs, que je tiens à remercier pour votre présence et votre engagement envers le binaire que nous cessons d'organiser sur des sujets comme celui-ci. Alors, sûrement que moi, j'ai pas posé une question que ou dont vous cherchez une réponse. N'hésitez pas, c'est votre moment. Levez juste la main, regardez en bas de votre écran, il y a une icône où il y a la main. Vous pouvez lever la main et on va vous accorder la parole. Vous allez poser directement votre question à Monsieur Jacques et il va essayer de donner une réponse à cela. Donc, c'est votre temps. N'hésitez pas à lever la main et à poser votre question. Quelqu'un a une question jusque-là? Apparemment, vous avez été très clair, Monsieur Jacques. Ou bien j'ai beaucoup parlé. C'est possible aussi. Effectivement. Bon, nous avons Monsieur Jonathan Kingombe qui vient de lever sa main. Monsieur Jonathan, on veut ouvrir votre micro et poser votre question. Et bonsoir, bonsoir, Monsieur Jacques, et bonsoir également, Monsieur Clerc. Bonsoir, Monsieur Jonathan. Bonsoir, M. Oui, Jonathan. oui, en fait, j'ai très bien, j'ai vraiment, merci d'abord par rapport à l'exposé, c'est vraiment trop clair et j'apprécie vraiment. Alors, en fait, dans le domaine de l'enseignement, ben, n'y a-t-il pas d'autres méthodes? Parce que c'est que vous aviez dit qu'il faut être vraiment transparent avec les étudiants. Par exemple, lorsque tu donnes cours aux étudiants, il faut être vraiment transparent avec eux, leur dire si, par exemple, tu as tiré également des sources sur Internet via ChatGPT, il faut être vraiment transparent avec eux afin de leur dire vraiment que ces contenus ici, je les ai tirés sur Internet, j'ai utilisé telle technologie, telle intelligence artificielle pour générer tel contenu. N'y a-t-il pas d'autres moyens ou d'autres moyens pour vraiment pousser aux étudiants de ne pas vraiment utiliser, de ne pas vraiment faire usage de ces technologies dans le domaine de l'enseignement? Parce que lorsqu'on donne cours, la plupart des étudiants, vous-même vous avez reconnu cela, la plupart des étudiants font toujours recours à l'intelligence artificielle, toujours, toujours, même des simples questions. Ils posent toujours une question à l'intelligence artificielle pour qu'on puisse lui générer des contenus. Donc, les étudiants ne réfléchissent plus. Ils ne réfléchissent plus. Donc, un petit problème, difficulté, question à l'interro, examen, TP, tout, c'est toujours l'intelligence artificielle, c'est toujours l'intelligence artificielle. Donc, j'aimerais vraiment savoir comment est-ce qu'on peut le sensibiliser. Parce que moi, ben, il arrive par moment, on peut également, en tant que professeur ou bien en tant qu'assistant, on peut également générer également des contenus via ChatGPT. Maintenant, comment maintenant pousser les étudiants eux-mêmes à ne plus utiliser cela, à commencer également un peu à réfléchir parce qu'ils ne réfléchissent plus. Donc, eux, c'est ChatGPT ou rien.
Oui, c'est en Très, quelque très sorte bonne ça. question. Oui, Mm. très, très bonne question. Ça, c'est une excellente question, Monsieur Jonathan. C'est de quoi je parlais même sur la dépendance sur l'intelligence artificielle qui rend maintenant très mauvais service aux étudiants parce que au finish, on ne sait plus vraiment établir ces connexions-là neuronaux pour que la connaissance puisse être enregistrée dans le cerveau. Mais il y a plusieurs façons de le faire. En fait, c'est beaucoup plus des méthodes qui sont mixtes. On ne peut pas comment dirais-je, c'est cramponner seulement sur une seule méthode. Une méthode que j'ai donnée qui est vraiment essentielle, c'est d'être à mesure de détecter quand est-ce qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle. C'est absolument important. Il faut que vous soyez à mesure de dire que, bon, voilà, je vois que tu as utilisé l'intelligence artificielle à 70%. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu es arrivé à utiliser cette intelligence artificielle ici? Alors, l'étudiant va savoir que s'il a utilisé l'intelligence artificielle, l'enseignant va l'attraper et l'enseignant va lui poser la question de venir expliquer exactement ce qui s'est passé. Donc, si votre cours, vous autorisez l'utilisation de l'intelligence artificielle, vous demandez aussi aux étudiants d'être capables et prêts à venir expliquer ce qui s'est passé, comment ils ont utilisé cette intelligence artificielle-là et qu'est-ce qu'ils ont appris de cette intelligence artificielle. Au besoin même, demandez-leur d'écrire une dissertation dessus si vous n'avez pas suffisamment de temps en classe pour qu'ils viennent expliquer devant vous. Dites-leur d'expliquer, d'écrire une petite dissertation, même au stylo, et qu'ils vous le donnent, qu'ils vous le remettent. C'est vrai, ils vont chercher encore à utiliser de l'intelligence artificielle. Et après, là, vous pouvez lui demander de venir expliquer. Qu'ils sachent qu'il y a vraiment des checks, des vérifications à tout niveau pour qu'on sache s'il a vraiment utilisé l'intelligence artificielle. Au-dessus de tout cela, comme je l'ai dit au début, c'est de développer une politique même dans votre auditoire, dans votre cours spécifique à votre cours, parce que probablement l'université ne sera pas intéressée à le faire. Mais dans votre cours, vous définissez déjà cette politique-là d'utilisation de l'intelligence artificielle. Parce que si vous ne le faites pas, ils vont utiliser l'intelligence artificielle, ça c'est sûr. Ils vont l'utiliser. Mais il faut définir cette politique-là, dire, voilà, j'accepte que l'intelligence artificielle soit utilisée pour tel cas. Je n'accepte pas que l'intelligence artificielle soit utilisée pour tel cas. Et quand l'intelligence artificielle est utilisée pour ces cas-là, voici la procédure, comment rester transparent, comment nous dire que vous avez utilisé l'intelligence artificielle. Et être en mesure toujours de suivre ces règles-là, de pénaliser quelqu'un s'il n'a pas suivi ces règles-là qui ont été établies en classe avec tous les étudiants, bien sûr. Il ne faut pas l'établir seulement vous-même, il faut parler aux étudiants pour qu'ils puissent participer aussi dans l'établissement de cette politique-là. De toute façon, quand il y a violation de cette politique, la personne est pénalisée et tout le monde sait que voici les peines voici ce qui va vous arriver si vous utilisez l'intelligence artificielle sans l'autorisation de l'enseignant. Voici, quand vous utilisez l'intelligence artificielle, voici comment est-ce que vous devez procéder. Vous devrez vous devrez disclose exactement donner l'information à tout le monde que, bon, voilà comment j'ai utilisé l'intelligence artificielle. En tout cas, il faut avoir cette politique-là pour que la transparence soit dans la classe. Parce que vous n'allez pas leur interdire d'utiliser l'intelligence artificielle. Là où ils vont aller travailler, demain, ils vont retrouver l'intelligence artificielle. Et leur priver de l'intelligence artificielle, d'une manière, c'est les handicaper aussi, parce que quand ils vont aller dans les milieux de travail, ils vont retrouver cela. Mais savoir éthiquement quand est-ce qu'il faut l'utiliser, quand est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser, et comment dire, s'ouvrir que, bon, voilà, j'ai utilisé l'intelligence artificielle et voici comment je l'ai utilisée. Monsieur Jonathan, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, vous avez très bien répondu. Et plus surtout, comme vous avez parlé de la politique, établir déjà dès le début du cours la politique, montrer aux étudiants que ça, on peut utiliser l'intelligence artificielle, d'autres non. Là, déjà, c'est une très belle option à mettre en place. Merci vraiment, monsieur.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Jonathan, pour votre question. Avant de prendre la question de Monsieur Boneza Kabanda, nous allons prendre, il y a Monsieur Klaus Monga qui a posé la question dans le chat, qui demande à Monsieur Jacques, quels sont les prérequis pour mettre en place un laboratoire pour intelligence artificielle dans nos milieux d'éducation? Bon, je ne sais pas à quel niveau, à quel degré M. Klaus veut vraiment intégrer un laboratoire d'intelligence artificielle, mais s'il faut vraiment parler de l'infrastructure de A à Z, il faut vraiment beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent d'investissement, il faut beaucoup de serveurs, il faut beaucoup de choses pour y arriver. Alors, euh, pour mettre l'utilisation, les labos d'utilisation, s'il faut dire ainsi, il faut tout simplement avoir des licences. Hein. Il faut juste payer des licences chez ChatGPT pour avoir un truc payant, payer une licence, un abonnement chez Gemini pour avoir un truc payant quand même qui est assez performant. Donc, c'est faisable, mais ce n'est pas grand-chose. Le prérequis, en tout cas, je peux dire c'est de l'argent. Hein. C'est de l'argent et puis avoir 2 ou 3 personnes qui essaient d'apprendre beaucoup plus sur les plans théoriques. Je ne sais pas si j'ai répondu à M. Klaus. Mais comme j'espère qu'il va nous renvoyer une réponse toujours dans le chat. On va passer à la question de Monsieur Boneza Kabanda. Monsieur Boneza, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Ah oui, bonjour ou bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur. Et merci sincèrement pour l'organisation de ce webinaire. Je voulais aussi revenir sur le problème de plagiat qu'on a évoqué un peu. En fait, pour moi, donc c'est une inquiétude peut-être qui est individuelle à moi, mais selon ce que je vois dans les milieux de je viens, je réalise que l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos écoles, dans nos institutions académiques, c'est en train vraiment d'envahir. Et c'est normal et nous devons apprendre à vivre avec ça. Mais le problème qu'il y a, c'est que il y a par exemple des prérequis avant même que nous entrions dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Nous n'avons pas. Je parle des institutions académiques, je parle des enseignants, je parle des professeurs. Nous n'avons pas à préparer les étudiants, nous ne les avons pas à préparer à acquérir des compétences numériques, des compétences. Et ça, c'est là qu'on les aurait appris à utiliser avec éthique, même les outils digitales qu'ils utilisent. C'est là qu'on pouvait même les avoir appris l'honnêteté scientifique dans l'utilisation de ces outils. Maintenant, l'intelligence artificielle qui vient, bon, comme de nulle part, nous sommes témoins depuis 2022-2023 quand ChatGPT vient envahir le terrain. Les étudiants commencent à s'y intéresser, c'est normal, et les enseignants commencent à s'y intéresser, c'est normal, et nous devons aller avec le temps, mais nos institutions ne prennent aucune disposition. Et c'est ça le problème. Et surtout, les chefs d'établissement, le service académique n'organise pas ou bien ne prend pas d'initiative pour prendre en main cette situation. Donc, c'est une inquiétude que je suis en train de voir. Par exemple, pour le problème de plagiat. Je suis de Goma. Chaque fois, les étudiants doivent amener des TP, remettre des TP papier. Vous, en tant que professeur, en tant qu'assistant, comment vous reconnaîtrez qu'il a plagié alors qu'il ne vous a pas remis un document digital que vous pouvez soumettre, par exemple, à Canitin ou bien à d'autres logiciels qui peuvent nous aider à dénoncer le plagiarisme là-bas. Et c'est pourquoi je reviens sur le problème. Nous sommes en train d'accommoder une situation que nous ne sommes pas en mesure d'aller tant que nous n'avons pas appris à nos étudiants, même nos professeurs,
ses membres ne maîtrisent pas les outils numériques. Or, tant que nous ne maîtrisons pas ces outils numériques, tant que nous n'avons pas ces compétences numériques qui nous montrent comment nous devons nous comporter quand nous faisons recours à un contenu numérique, faut-il tout avaler sans pensée critique? Or, la pensée critique, tel que vous le savez, c'est l'une des compétences numériques. Maintenant, c'est pourquoi les étudiants, ils vont gober tout ce qu'ils trouvent sur ChatGPT avec tous les billets, hein, les billets, les bias. Hein, je ne sais pas comment on peut encore appeler ça en français. Avec tout, par exemple, ChatGPT, l'étudiant, ça va lui proposer une référence qui n'existe même pas. Et peut-être Effectivement. Il lui a proposé une référence qui n'existe pas. Oh, c'est une situation qu'on aurait surmontée si on a développé, en tant qu'étudiant, si on a développé cette pensée critique, le critical thinking. Donc, la tâche est très grande, je vous l'ai fait. L'intelligence artificielle, nous devons l'épouser et l'adopter dans notre vie quotidienne, ça c'est un fait, mais aussi pour le problème du Congo, d'où je viens, quand bien même après ça, je suis un peu éloigné de la maison, je vois que c'est un sérieux problème tant que nous n'avons pas encore intériorisé, nous n'avons pas encore intégré l'utilisation de toutes les technologies éducatives de notre école. On est en train de parler de l'intelligence artificielle, mais vous verrez un étudiant qui sait, bien sûr, avec son smartphone, il peut générer un contenu à partir de l'intelligence artificielle, de tous ces outils-là. Et dans l'entretemps, c'est un étudiant qui n'est même pas en mesure de se taper son propre TP sur une machine doit encore aller dans des secrétariats publics tels que nous le voyons. Pour me résumer, je voulais dire ceci. Il y a beaucoup de défis avec l'intégration de l'intelligence artificielle, mais on ne va pas se limiter par là. Moi, je pense, en tant qu'enseignant, je pense que nous devons miser sur le développement des compétences digitales, ce qui va aussi intégrer l'utilisation d'une manière générale. Donc, je voulais dire l'intégration de l'intelligence artificielle d'une manière générale. Merci. Merci, Monsieur Boneza. Je ne sais pas si, Monsieur Jacques, vous avez quelques éléments à rajouter sur cet apport de Monsieur Boneza. En fait, je remercie M. Boneza. En tout cas, il a touché sur le point important, même de ce webinaire. La conclusion ici, c'est vraiment quelque chose très important, où il a dit qu'il faut miser sur l'intégration de compétences digitales. Et cela devrait se faire et pour les enseignants, d'ailleurs beaucoup plus pour les enseignants que pour les étudiants, parce que les enseignants doivent aider les étudiants, doivent les guider vraiment comment utiliser ces outils d'une manière acceptable. Parce que si les enseignants n'ont pas ces compétences, bon, on va crier dans les vides, mais les étudiants ne vont pas stopper d'utiliser, hein, parce qu'eux, ils trouvent le chemin le plus facile, le plus rapide, ils vont l'utiliser. Et si les enseignants n'acquièrent pas les compétences numériques pour être à mesure de détecter quand est-ce que ces outils ont été utilisés et guider les étudiants, pas seulement pour les punir, mais plutôt pour les aider à apprendre et à grandir, nous serons dans des autres troubles sur le plan éducatif dans notre pays. Et ça va continuer ainsi parce que, je vous assure, s'il n'y a pas ce genre de discussions qui continuent, s'il n'y a pas des politiques publiques généralisées dans l'éducation pour dire pour orienter comment est-ce que nous allons nous y prendre avec ces technologies, eh bien, nous sommes foutus sur le plan éducatif. Nous allons avoir des étudiants dans 10 ans, ce n'est même pas des étudiants, des professionnels dans 10 ans, que si on leur enlève les téléphones portables, ils ne valent absolument rien. Et pourtant, ça, c'est un danger. Un autre point que M. Boneza a soulevé qui est très, très important, sont les copies non numérisées que les étudiants viennent remettre aux enseignants.
Eh bien, il faut qu'il y ait une sorte de check parce que s'ils ne vous remettent pas les copies numérisées, c'est vrai, il y a moyen de scanner et d'utiliser d'autres outils pour arriver à détecter quand est-ce que l'intelligence artificielle a été utilisée. C'est faisable. Hein? C'est faisable que nous puissions arriver à scanner la copie, récupérer l'information qui est sur la copie et puis les tourner aux outils de détection comme Tanetine et les autres. Mais ça devient un long processus. Le truc, c'est d'obliger l'étudiant à remettre une copie numérique. Parce qu'il a utilisé le numérique pour générer son TP ou bien son interrogation. Obligez-les aussi à soumettre cette copie-là pour que nous soyons en mesure de détecter. Parce qu'il a utilisé le téléphone, oui. Sur téléphone, il y a Word. Sur téléphone, s'il a utilisé un téléphone pour se connecter à ChatGPT ou ailleurs, donc il a une adresse email. Il faut lui obliger maintenant à utiliser cette adresse email-là pour envoyer le travail à l'enseignant et permettre à l'enseignant de pouvoir prendre le texte et le faire détecter par les outils gratuits ou payants des universités. Et à un certain moment aussi, les universités doivent se mettre ensemble. C'est même pas se mettre ensemble. L'université doit décider d'acheter des licences pour les outils de détection. Pas seulement pour ChatGPT, mais plutôt pour les outils de détection comme Tanetine, comme d'autres outils qu'on peut trouver facilement en ligne. Parce que s'il n'y a pas ces outils de détection-là, des outils qu'on met à la disposition des enseignants, eh bien, c'est pratiquement impossible aux yeux nus de détecter que quelqu'un a utilisé l'intelligence artificielle, que si on connaît l'étudiant. Parce qu'il arrive aussi quand on a un petit auditoire, on a 5 ou 10 étudiants, c'est facile de connaître le style de chaque étudiant. Et quand on regarde quelque chose, on se dit, ça, ce n'est pas tel qui a écrit ça. Ça, ce n'est pas Jean qui a écrit ça. Et là, maintenant, j'ai les bases pour lui poser la question, pour venir m'expliquer ce qu'il a fait. Parce que j'ai vu, je connais son style, et puis je peux me douter, et puis je lui dis, viens m'expliquer. Dis-moi ce que tu as écrit ici. Et s'il ne le dit pas, donc il a copié chez ChatGPT, il doit être en mesure de le dire. Sinon, je le pénalise d'une manière ou d'une autre. Mais quand on a un auditoire qui va jusqu'à 500 étudiants, comme nous le voyons régulièrement avec nos universités publiques, et même les privés aussi, il y a des auditoires comme cela, ça devient impossible pour qu'un enseignant puisse connaître le style des 500 étudiants. L'enseignant n'est pas une machine. Hein? Donc, il y a aussi ces exigences-là, ces prérequis qu'on doit à un certain moment obliger les étudiants à suivre. Tu as utilisé ChatGPT ou bien tu veux soumettre un TP, c'est-à-dire que tu as une adresse email, c'est-à-dire que tu peux m'envoyer un email. Alors, envoyez-moi un email pour que je reçoive la copie. Donc, tu peux me donner copie physique et tu m'envoies par email. Comme ça, je sais détecter si tu as utilisé l'intelligence artificielle, pas seulement l'intelligence artificielle, si tu as copié quelque part sans citer, sans faire une bonne citation scientifique, et après corriger sur ta copie. Merci beaucoup, M. Mboneza, pour, en tout cas, pour avoir soulevé ce point important. Oui, j'aimerais aussi repartir sur votre dernière phrase que vous venez de citer là, pour repartir sur une question de Gloire Kafaloubi qui était en train de dire dans le chat que, et pour ce qui est du droit d'auteur ou de la propriété intellectuelle, un contenu généré ou un travail produit par une intelligence artificielle revient à qui? À l'étudiant ou à ChatGPT? Ça, c'est une question. J'ai participé même à 500 débats sur, sur cette question-là. La question des légales, à qui appartiennent ces contenus. Parce qu'on sait très bien que ChatGPT a copié, ou bien tous les IA sont en train de copier, tirer les données de partout. Mais la question légale n'est pas établie parce que ChatGPT, ce n'est pas une personne physique ou morale. C'est une création. Alors, jusque-là, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse pour dire que le contenu ici appartient à telle autre personne. Mais ce qui est connu, c'est que c'est un plagiat, tout simplement. C'est un plagiat, tout simplement, donc il faut le traiter comme un plagiat. Tant qu'il n'y a pas une évolution sur le plan réglementaire,
de dire à qui on attribue le contenu qui a été généré par l'IA. Est-ce que ça, on attribue ça aux développeurs? Est-ce qu'on attribue ça à l'entreprise qui a créé l'intelligence artificielle? Ou bien, je ne sais pas. On doit être en mesure de cibler quelqu'un, cibler une personne physique ou morale, pour lui attribuer la responsabilité. Parce que c'est là qu'il se pose le problème. C'est la responsabilité de qui a créé, des conséquences et de tout ce qui va avec quand on crée un contenu avec l'IA. Et c'est pour ça qu'il n'y a personne, même Google, même Sam Altman, même qui, je ne sais pas, personne ne s'est dit que, bon, voilà, il va prendre la responsabilité pour dire que non, si on a généré avec ChatGPT, c'est-à-dire que c'est pour moi l'entreprise, ou bien si on a généré, c'est pour moi Google. C'est Google qui connaît les dangers. Si tu dis que c'est toi le responsable, donc s'il y a un problème, c'est toi on va poursuivre en justice. Alors, il ne veut pas prendre cette responsabilité. Et pourquoi est-ce que nous devrons faire trop confiance quand il n'y a pas de responsabilité derrière? Ça pose vraiment un problème éthique là derrière. Alors, il faut que nos régulateurs, nos créateurs de lois, nos parlementaires puissent s'élever à ce niveau-là et créer de nouvelles lois, mettre à jour de nouvelles lois pour pouvoir, pour savoir à qui on peut indexer et comment est-ce qu'on peut traiter cela. Les États-Unis sont en train d'aller dans ce sens-là. J'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de CEO des grandes entreprises défiler devant les congrès pour aller répondre. Et il y a une institution qu'on appelle NIST ici. NIST essaie de créer la stratégie nationale sur ce point-là. J'ai même entendu que le gouverneur de l'État de Californie, il a créé une loi spécifique pour interdire, pour protéger les acteurs qui évoluent à Hollywood. Parce que Hollywood, c'est beaucoup d'argent pour la Californie. Alors, eux, ils ont créé des lois pour dire on ne peut pas consommer, on ne peut pas produire un film qui va copier, qui va personnifier un acteur, copier ses contenus et commencer à générer un film avec ça. Ça, c'est interdit déjà par la loi californienne. Donc, ce que M. Gloire est en train de dire là, déjà, c'est illégal en Californie de faire cela. Donc, j'espère que nous allons aussi arriver à le faire pour protéger nos chanteurs, parce que Fali, c'est une grande marque pour le pays. Ferregola, c'est une grande marque pour le pays. Jibin Piana et les autres, et Kofi. Alors, il faut qu'on arrive à créer des lois, en tout cas, pour protéger leurs œuvres et que ça reste quelque chose d'original. C'est pour ça qu'il faut voter les gens qui sont dans la tech pour aller nous représenter à l'Assemblée nationale d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'avec aussi notre petite voix du Café des entrepreneurs, soyons ambitieux, espérons que Monsieur le Président ou certains députés vont nous écouter et on pourra travailler sur ça. Alors, pour finir notre webinaire, je vais prendre la dernière question de Monsieur John Akuzui. Monsieur John, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Merci beaucoup, Monsieur Clerc. Merci aussi à Monsieur Jacques. En tout cas, je suis content d'être dans ces cafés pour aujourd'hui. C'est vraiment bénéfique. En fait, moi, ce n'est pas une question, c'est juste une intervention par rapport à la question qui a été posée et ce que Monsieur Jacques venait de dire tout de suite là. Au fait, j'ai été contacté récemment par un de mes professeurs d'université, Monsieur Jean-Marie Kanda, qui est professeur de la faculté polytechnique de l'université de Lubumbashi. En fait, j'ai été appelé parce qu'il y a une étude qui est en train d'être faite. Il y a un article qui sera publié d'ici peu, montrant comment est-ce que l'intelligence artificielle est en train d'interférer dans les études d'ingénieurs. Et on a vu que cette année qui s'est terminée, au moins 12% des mémoires que les étudiants ont eu à diriger a été généré par l'IA, ce qui cause aussi un petit souci. Alors, si on détermine déjà à 10-15%, que dirons-nous dans les années à venir? Au fait, le mal en est que
la population congolaise, les étudiants actuels, sont en train de faire les choses sans comprendre pourquoi ils les font et comment les faire. La technologie évolue, tout le monde veut s'adapter, d'y copier-coller, c'est bien, mais nous devons comprendre. L'IA, oui, c'est nécessaire, mais comment l'utiliser? Est-ce que nous devons toujours commencer à copier des histoires? Nous devons toujours commencer à entrer dans des histoires sans comprendre pourquoi nous les faisons? Alors, ça va détruire et la génération actuelle, peut-être ça va influencer même la génération future. Alors, moi, je voudrais vous dire que cette étude est en train d'être menée. Bientôt, là, l'application sera mise à disposition de tous les professeurs d'université de checker chaque mémoire. Un étudiant vient déposer, il dépose aussi son format électronique où on va répertorier les degrés de plagiat. Si ça a été généré par l'IA, nous saurons les taux de pourcentage du copie de l'IA et bien aussi, ça vient de quel genre d'intelligence artificielle. Si c'est une intelligence artificielle quelconque, nous saurons déjà lister que telle donnée dans ces mémoires, telle quantité de données dans ces projets de mémoire a été tirée par l'intelligence artificielle. Autant de données a été saisies par tel genre d'ordinateur, et soit si c'est l'étudiant lui-même qui l'a fait. Donc, vous voyez que nous connaissons déjà l'enjeu qui est déjà face à nos étudiants, et je pense qu'avec ces cafés, c'est vraiment bénéfique. C'est une voie qui va commencer à être lancée par plusieurs personnes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur John, pour votre apport. Pour faire vite, Monsieur Clerc, je vais aussi. Oui, Monsieur Jacques. et une petite, peut-être un petit encouragement à Monsieur John, en tout cas pour ce travail-là. C'est très important que nous puissions comprendre localement qu'est-ce qui se passe. Et je pense que ça va informer beaucoup d'universités à savoir comment s'y prendre avec l'intelligence artificielle et comprendre c'est quoi les dangers. Et un autre point que j'aimerais aussi que l'on considère, comme M. John est dans l'équipe du professeur Kanda, que je respecte beaucoup, c'est un mentor pour moi, mais le professeur Kanda, c'est aussi jeter un coup d'œil sur les faux positifs qui sont souvent déclarés avec les histoires de plagiat. Et on risque de pénaliser beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment généré avec l'intelligence artificielle. Mais bon, voilà, c'est arrivé, il a utilisé Grammarly ou bien Google Weda a essayé de compenser quelque chose et après, bon, ils se sont retrouvés en difficulté. Donc, il y a toujours, c'est très important ce que vous faites. Et en tout cas, je vous encourage en tout cas d'avancer et de pouvoir publier et rendre, comment dirais-je, et donner à chaque université de lire, en tout cas, c'est la copie d'un article pareil. Ça sera extrêmement important. Merci beaucoup. Oui, 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 oui. En tout cas, nous allons. Merci beaucoup, Monsieur John. Merci beaucoup pour l'apport. Merci aussi, Monsieur Jacques, pour avoir ajouté un peu de force à cet article qui sera bénéfique pour nous tous. Avant vraiment de clôturer, je ne pourrais pas clôturer ce webinaire sans accorder la parole à Monsieur Rudy Kielo, qui vient de lever sa main. Alors, Monsieur Rudy, vous pouvez poser votre question. Bonjour, bonsoir. Merci Claire pour le flow. Oui, je voudrais juste poser une question à Monsieur Jacques Safari. Tout d'abord, je n'ai pas totalement suivi la présentation qu'il a faite, mais je suis venu vraiment vers la fin parce que j'ai un autre fuseau horaire dont je m'étais trompé sur l'heure. Donc, toutefois, j'ai entendu les réponses et je ne sais pas si ma question sera une rediffusion, mais je la pose quand même. Je voudrais un peu savoir la perception de Monsieur Jacques par rapport à l'IA générative, de la manière dont ça pourrait faciliter la recherche scientifique. Parce qu'aujourd'hui, si nous nous limitons uniquement aux travaux de fin d'études, de fin de cycle qu'on a en RDC qui sont considérés comme la recherche scientifique, parce que c'est tout ce que nous faisons avec les étudiants, ou encore peut-être, mais c'est pas toujours justifié, la rédaction des articles et tout.
pour ceux qui sont au 3e cycle et ainsi de suite. Comment est-ce que lui, il considère l'apport positif de l'intelligence artificielle générative lorsque nous sommes en train de produire une recherche scientifique? Dans tous les domaines, en tout cas, hein, dans tous les domaines, comment est-ce qu'il perçoit ça de manière positive? Parce que c'est que actuellement, tous les scientifiques, spécifiquement congolais, considèrent l'IA comme étant un outil néfaste et source de plagiat. Mais est-ce que lui, il pense aussi que l'IA pourrait être très positif dans la recherche scientifique, surtout l'IA générative? Merci. Merci beaucoup, M. Rudy, pour cette excellentissime même question. Oui, l'IA a un apport très positif sur la recherche scientifique. Et ceux qui font des recherches assez complexes, ou bien les gens qui doivent traiter des données massives, récolter les données massives et pour répondre aux questions de recherche qui sont en train de se poser, ça peut être pour une thèse ou bien tout simplement pour un article scientifique, apprécieront beaucoup ce que l'IA générative peut les aider à faire. Les traitements rapides, par exemple, des informations, classifier les informations. Donc, je peux avoir des données que j'ai téléchargées de mes enquêtes, OK? Je viens avec ces données-là qui sont complètement désorganisées. Je file ça à Gemini et Gemini va m'aider à bien classifier ces données-là. Donc, me générer déjà un fichier qui est bien organisé avec Excel ou bien avec un autre outil. Et après, je peux construire à partir de ces données-là. C'est quelque chose qui me facilite beaucoup. J'ai les données qui sont vraiment désorganisées. Je fournis ça à l'IA et l'IA me donne des données qui sont bien organisées sur lesquelles je peux étudier. Je peux lui donner des formules mathématiques, par exemple, qui va immédiatement appliquer sur ces données-là et me donner et me procurer des résultats. Donc ici, je ne suis pas en train d'utiliser l'IA pour générer les textes ou bien pour générer une partie quelconque de ma thèse, mais je suis en train d'utiliser l'IA comme un outil qui va me permettre d'aller rapidement pour résoudre ou répondre à une question donnée que j'ai. Je parlais des données, je peux aussi parler des débuts des idées. Hein. Parfois, on se retrouve, on n'a pas d'idée. On est vraiment clueless. Il n'y a rien qui se passe dans la tête pour un problème. Je vois des amis qui peuvent passer 1, 2 semaines, 3 semaines, même 1 mois, sans avoir écrit un seul paragraphe de leur thèse, tout simplement parce que les idées ne sont pas là. Et pourtant, nous pouvons vraiment utiliser l'IA pour avoir un point de départ, pour savoir ce que les autres sont en train de faire. Je peux, par exemple, il y a des outils de Generative AI qui peuvent m'aider à détecter ou bien à lire beaucoup d'articles au même moment. Donc, je fais une synthèse de 10, 20, 50 ou 100 articles et cela va me guider sur comment est-ce que je veux m'orienter après, parce que si je devrais lire 100 ou bien 200 articles, ça pouvait me prendre 2 ou 3 mois en train de lire et puis je me rends compte que bon, je suis en train de lire cet article ici et ça ne me concerne pas. Et pourtant, si j'utilise vraiment l'IA, je peux avoir les 200 synthèses en 2 paragraphes et je sais savoir que, oh, ça, cet article ici, c'est vraiment intéressant pour moi, donc je vais m'y consacrer. Donc, je sais allouer mon temps facilement à le faire. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages que l'intelligence artificielle nous apporte quand nous savons comment utiliser cette intelligence artificielle-là d'une manière positive. Je pense que j'ai satisfait, j'espère que j'ai satisfait à la question de M. Rudy, mais toutefois, j'ai publié ici les liens où on peut continuer cette discussion ici parce que, bon, Café des entrepreneurs ne va pas nous inviter chaque jour pour discuter de l'IA et de l'éducation. Donc, si vous voulez qu'on continue cette discussion, j'ai donné un lien, je vais le republier encore, je colle ici, pour que les gens puissent rejoindre les groupes WhatsApp où facilement on peut s'échanger les idées et voir comment est-ce que nous pouvons faire avancer cette discussion. Peut-être
Demain ou après-demain, on se retrouve avec un ministre ou bien un député parmi nous ou bien un député que nous connaissons facilement, nous pouvons lui dire, voilà la place où on discute ce genre de choses, si vous pouvez venir pour écouter ce que nous avons comme peur, nous avons comme solution pour l'éducation et comment est-ce que nous pouvons guider cela. Oui, effectivement, justement, je cherchais même à repartager ce lien-là. Donc, comme vous le faites déjà, Monsieur Jacques, ça sera très bon. Je vais donner la parole à la toute dernière personne de ce soir pour ce webinaire. C'est Monsieur Owen Dylan. Monsieur Owen, vous pouvez poser votre question à Monsieur Jacques. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Owen. Enfin, c'est pas vraiment une question. J'étais juste en train, je voulais juste compléter ou rallier ce que M. Jacques était en train de dire donc dans la réponse qu'il était en train de donner à M. Rudy par rapport à l'importance de l'IA. Et j'ai vu qu'on était beaucoup plus, j'ai rejoint la conférence un peu tard, mais j'ai vu qu'on parlait beaucoup plus sur le plan académique. On parlait beaucoup plus sur le plan académique. Et moi, ma petite apport, si je peux le dire ainsi, je suis maître avocat. Et l'IA nous aide beaucoup dans notre domaine. Et je peux générer un texte rapidement, alors qu'à l'époque, ça pouvait me prendre 1 heure, 2 heures, voire 3 heures du temps pour rédiger, par exemple, un contrat. Mais aujourd'hui, avec l'IA, je peux facilement générer, si je donne un exemple, je vais faire un contrat de vente, par exemple. J'ai dit à l'IA de me fournir un contrat de vente et je remplace juste les éléments, ou je peux même lui fournir les éléments et il le fait. J'essaie juste d'adapter 2-3 secondes, j'ai quelque chose de fait déjà. Alors voilà, donc par rapport à ce point-là, moi, je trouve que c'est vraiment formidable l'utilisation de l'IA. Mais bon, si nous allons sur le plan scientifique, où, comme vous étiez en train de parler beaucoup plus sur le plan académique, il y a de pour et de contre, mais je ne vais pas m'attarder sur ça. Moi, je voulais juste parler de la positivité de l'IA dans notre domaine. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Owen. On a rajouté tout un autre secteur qui est le secteur de la justice ou du droit. Déjà, c'est quelque chose de très important et voir aussi l'apport de l'intelligence artificielle dans ce domaine-là. Merci beaucoup, Monsieur Owen, pour votre apport. Merci beaucoup, Monsieur Jacques. Merci beaucoup, Monsieur Rudy. Merci beaucoup, Monsieur Boneza. Merci beaucoup, Monsieur John. Merci, merci, merci. Vous êtes tellement nombreux ce soir que je ne sais pas citer tout le monde. Je tiens à vous remercier pour votre présence dans ce webinaire qui s'est consacré à l'intelligence artificielle et à l'éducation ou à l'enseignement. Comment on peut relier ces deux choses qui semblent être en conflit, mais qui peut justement permettre d'améliorer beaucoup de choses au quotidien. Merci beaucoup, Monsieur Jacques, pour avoir accepté cette invitation d'échanger avec nous ce soir, si je dois dire cet après-midi chez vous à New York. J'espère qu'il fait quelle heure là-bas? C'est maintenant 16h, 15h? Oui, 15h54. Ah, ok. Donc presque 16h. Nous frôlons déjà à Lubumbashi où je me retrouve présentement 22h. Donc dans 6 minutes, ce sera déjà 22h. Monsieur Rudy, je pense qu'il est à Kinshasa. C'est encore 21h ou 20h presque. Ouais. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Vous allez retrouver ce webinaire dès demain sur notre page YouTube du Café des entrepreneurs. Nous l'avons enregistré. Donc, si vous avez manqué une grande partie, n'hésitez pas demain à rentrer sur notre page YouTube. Nous allons repartager la vidéo. Vous allez reprendre depuis le tout début. Et vous allez, si vous avez des questions, même poser dans les commentaires ou soit directement dans les groupes avec le lien que M. Jack vient de nous partager
dans le chat. J'espère que tout le monde ici présent a pu déjà rejoindre ce groupe où nous allons continuer ce grand débat. L'intelligence artificielle et l'éducation, ça ne s'arrêtera jamais rien qu'à un webinaire de 2 heures. Alors, rejoignez ce groupe-là. On va partager des idées, on va essayer de communiquer. N'hésitez pas aussi, quand vous êtes dans le groupe, à envoyer le lien du groupe à quelqu'un qui peut être intéressé. Comme ça va élargir le débat. On va continuer à échanger là-dessus. On va trouver des solutions, principalement pour notre pays, les RDC qui en a vraiment besoin. Et on va continuer ces échanges dans ce sens-là. Alors, merci à tout le monde. Donc, demain, vous retrouvez la rediffusion. Je remercie, je tenais à remercier les entreprises qui nous ont accompagnés pour organiser ce webinaire, notamment Omri Africa. Malheureusement, la personne qui représente l'entreprise n'est pas avec nous pour un petit problème sûrement de connexion. Il y a Emerge Leadership Academy qui nous a aussi accompagnés. Il y a Strategic Digital Firm qui nous a aussi accompagnés. Je tiens à les remercier pour tout ce qu'ils nous donnent pour vraiment continuer à organiser ce genre d'échanges, pour nous permettre justement de partager des informations qui vont aider les entrepreneurs, qui vont aider tout professionnel à pouvoir s'améliorer, à pouvoir évoluer dans son secteur. Je vous donne rendez-vous sûrement pour le dimanche prochain avec un nouvel invité, avec un nouveau sujet. Nous allons débattre sur d'autres choses. J'espère et je tiens à votre présence. Donc, vous aurez toutes les communications sur les réseaux sociaux, sur nos canaux de communication. Et entre-temps, pour ce soir, pour cet après-midi, M. Jacques, je tiens à vous souhaiter, déjà vous personnellement, M. Jacques, une bonne soirée ou une bonne suite de journée. Merci beaucoup, M. Claire. Merci à tous ceux qui sont venus, chers collègues. Merci en tout cas, et j'espère que nous allons continuer cette discussion et ne pas laisser à ce que la nature puisse décider de ce que nos enfants, bien nos jeunes frères vont devenir avec l'utilisation de l'intelligence artificielle non régulée. Donc, nous pouvons continuer cette discussion et voir comment nous pouvons en tirer profit pour évoluer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Jacques. Merci beaucoup à tout le monde. On se retrouve dans le groupe pour échanger. Entre-temps, je vous donne rendez-vous pour le dimanche prochain, le dimanche 29. C'est déjà confirmé. Vous aurez toutes les informations d'ici demain pour un nouveau webinaire sur un sujet encore d'actualité. Bonne soirée à ceux qui sont à Lubumbashi ou à Kinshasa comme moi et on se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup.